Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopush et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue ? C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé ? Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un univers océanique pour une santé holistique. À la barre, Marie Dotzenberg, fondatrice de l'école de l'exploration à Saint-Malo. J'ai rencontré Marie à l'occasion d'une session qu'elle organisait sur le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan. Lors de cette session, se sont réunis des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs et plein d'autres acteurs qui aiment explorer la santé depuis cette vaste étendue d'eau salée. L'interdisciplinarité est une des richesses de cette école. À l'image d'un équipage sur un voilier, il faut une diversité de compétences et de personnalités pour voguer vers le cap qui nous fait rêver. Si je devais retenir un message de Marie durant cette interview, c'est que l'on doit continuer à s'émerveiller pour agir dans la durée et pour notre santé. D'ailleurs, est-ce que l'émerveillement ne serait pas rendu possible par l'océan ? Bonjour Marie. Bonjour Marine. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu m'as invitée dans mon lieu préféré, à côté de Saint-Malo. Et on ressort de 2 jours immergés dans la santé de l'océan. Et c'est ce dont on va parler à travers ce podcast. Je suis trop contente de partager ce moment avec toi. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Merci. Donc je m'appelle Marie Dotzenberg, j'ai 41 ans et des enfants. Je vis à Saint-Malo depuis 11 ans et j'ai fondé 2 projets à Saint-Malo. Un premier qui s'appelle le collectif Les Vagues, qu'on a créé à plusieurs habitants de Saint-Malo et du territoire. Et le deuxième qui est l'école de l'exploration, qui est une école pour explorer le monde depuis la mer. Et du coup, quel est ton amour pour l'océan ? D'où te vient cet amour pour l'océan ? Alors, mon amour pour l'océan, je pense qu'il vient de la rencontre avec cet élément quand j'étais petite, comme beaucoup d'entre nous peut-être. Le fait simplement, enfant, d'avoir pu rouler dans les vagues. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer. J'ai fait du bateau enfant en commençant un peu comme les marins de la route du Rhum par l'optimiste, sauf que j'ai pas été jusqu'au Vendée Globe, comme tu pourras le remarquer. Et puis après, j'ai beaucoup navigué aussi quand j'étais étudiante. J'ai fait le Tour de France à la voile, j'ai navigué autour de la Bretagne, en Irlande et ailleurs. Et ce qui m'en est resté, en fait, c'est que quand on arrive à terre depuis la mer, on voit des choses différentes. Et le fondement de l'école d'exploration, c'est de dire que les gens qui voient le monde depuis la mer voient et vivent des choses que les autres ne voient pas. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'école de l'exploration, justement, qu'est-ce que c'est cette école ? Alors l'école de l'exploration, la manière dont je la présente en général, c'est que je dis que c'est une communauté d'apprentissage, de recherche et d'action dédiée à la mer et l'océan. Apprentissage parce qu'on met en commun des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, aussi ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Recherche parce que l'intention de l'école, c'est d'être une association qui va coopérer et collaborer avec des institutions scientifiques, de recherche et différents acteurs qui peuvent être des acteurs publics, acteurs économiques. Et le dernier point, action, parce que l'idée, c'est qu'évidemment, il ne suffit pas d'accumuler des connaissances et de ne rien en faire, et inversement, que l'action est porteur de connaissances et d'apprentissage. Donc le rêve, c'est d'arriver à relier les trois.
en considérant qu'on a des défis énormes devant nous. Et la proposition de l'école, c'est de l'aborder comme une grande aventure humaine à partager et à mettre en commun. Ok. Elle existe depuis quand, cette école ? Alors, elle est née en juin 2021, en sortie de 2 années de Covid. Donc, on a attendu que le Covid soit passé pour lancer le projet sur le littoral, parce qu'on voulait que les gens se réunissent dans la vraie vie, avec les éléments, la mer, les milieux marins. Voilà, d'où le lancement en juin 2021. Et on va parler dans le cœur de cette interview de ce qui nous a amené à nous rencontrer toutes les deux et d'un week-end, mais pas d'un week-end, mais d'une session de 2 jours dont on ressort, qui était sur la santé de l'océan et la santé de l'humain aussi, par conséquent. Et moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup parce que le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan, c'est quelque chose qui est... Pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental et on ne se rend pas compte à quel point on est interconnecté à cet élément. Et je t'ai rencontré grâce à cet amour pour ce lien entre santé de l'humain et santé de l'océan. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on présente cette session, ce séjour, est-ce que tu pourrais me dire pour toi quel est le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan, justement ? Le premier lien pour moi, c'est que l'océan, pour moi, c'est la naissance de la vie, en fait. C'est les origines, c'est la naissance de la vie sur Terre. Donc pour moi, l'océan, c'est déjà ce qui a permis la vie il y a 4 milliards et demi d'années. Donc c'est le fondement pour moi de la vie et donc de la santé. C'est le premier point. Comment tu définis d'ailleurs la santé ? Est-ce que tu as une définition de la santé ? Hier, quand la question a été posée de qu'est-ce que la santé, j'ai répondu être en vie. Mais être en vie, pour moi, ça a plein de significations différentes. C'est pas juste être tout juste vivant, c'est être au contraire pleinement vivant. Et voilà, c'est-à-dire qu'avec être en vie, ça veut dire savoir pourquoi on est sur Terre, d'où on vient et où on va. Si je reprends un peu les formules d'Edgar Morin, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Et je trouve ça déjà, c'est un facteur énorme qui a une influence énorme sur la santé en fait. Comment savoir, comment être en bonne santé si on ne sait pas d'où on vient ? Comment être en bonne santé si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve ? Et on voit aujourd'hui que par rapport aux enjeux, aux défis environnementaux et à l'état de la planète, il y a pas mal de générations, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui se posent la question de est-ce qu'il y a encore un avenir finalement pour l'humanité sur cette planète. Et je trouve que c'est quand même une question fondamentale. Ouais. Donc de revenir à nos origines aussi à travers l'océan, c'est aussi se poser la question de qui on est et de la santé, quoi. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai aimé dans les 2 jours qu'on a passés ensemble, on y reviendra après, mais quand j'ai préparé la session, j'ai pas repensé à la notion de sacré et de spiritualité. Pourtant, j'étais plus centrée sur l'art, la science, etc. Et finalement, c'est une notion qui est arrivée tout de suite dans les échanges entre les uns et les autres. Et il se trouve que moi, j'ai vécu à l'île de la Réunion, où il y a notamment des Indiens tamouls qui vivent là-bas et qui ont un sens du rituel et du sacré qui est très important. Et quand on est sur une île, forcément, tout prend plus d'importance. Et il y a énormément de pays ou de peuples dans le monde qui ont un rapport à l'eau et l'océan qui n'est pas ou clinique ou environnementaliste ou fonctionnel comme on peut l'avoir parfois, même dans les différents acteurs qui protègent et qui préservent l'océan aujourd'hui, mais qui ont une relation à l'eau qui justement tient au sacré. Il y a un projet qui a été créé par un Malouin qui s'appelle Laurent Marie, que j'adore, qui est autour du peuple de l'eau. Et voilà, je pense que nous sommes finalement presque tous des peuples de l'eau. Et c'est juste, déjà dans un premier temps, se relier à cette idée qu'on fait partie des peuples de l'eau, même quand on pense être un peu éloigné de la terre, on dépend de la mer. D'une manière ou d'une autre, c'est peut-être une étape plus importante que de lire... c'est complémentaire, on va dire, mais que de se focaliser simplement juste sur des données rationnelles et qui sont très importantes, évidemment, après pour
pour prendre des décisions. Ok. Et on va du coup revenir sur la session que tu as organisée pendant 2 jours là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la thématique, le contenu, les intervenants et comment tu l'as pensé peut-être? Oui, alors la thématique c'est santé des océans et santé et océans, et les deux sont très importants. Santé des océans au pluriel, le premier océan est au pluriel et le deuxième est au singulier. Et c'est volontaire en fait, parce que quand on est petit et qu'on va à l'école, on nous apprend qu'il y a 5 océans et puis on nous décrit les différents océans. Alors maintenant on a rajouté l'océan austral officiellement en plus. Et puis finalement, au cours des dernières années, notamment au contact d'une océanographe physicienne qui s'appelle Emmanuelle Sultan, qui est ingénieure de recherche au Muséum national d'histoire naturelle et qui elle a travaillé beaucoup en Antarctique et dans l'océan austral, c'est elle qui m'a amenée à la réalité physique qui est qu'il n'y a qu'un seul océan, et qui m'a fait prendre conscience que par la circulation générale finalement des océans, on était encore plus reliés et encore plus interconnectés par l'océan que ce que j'imaginais. Donc déjà, le fait de le mettre au singulier au pluriel, l'objectif c'était de réinterroger pourquoi est-ce qu'on a appris qu'il y en avait plusieurs qui étaient séparés par des terres émergées, alors qu'en fait, il y en a un seul. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la santé des océans pour interroger l'état des milieux, des écosystèmes marins qui malgré tout sont méconnus même des meilleurs chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, parce que l'océan est tellement vaste et tellement profond aussi. On a parlé pendant ces 2 jours de la stratification des océans et de la profondeur de l'océan. C'est déjà parler quand même malgré tout de l'état des lieux en fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la connaissance sur l'état des milieux. Et puis le deuxième point, c'est santé et océan, c'était de relier en fait l'état des milieux à la santé humaine et prendre conscience qu'il y a un lien entre les deux, et si oui, lequel. Essayer de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, dans la manière notamment dont est menée la recherche, mais aussi l'action publique, l'action des acteurs économiques, il y avait des processus, on va dire, qui permettaient de faire le lien entre la santé des milieux et la santé humaine. Est-ce qu'on, d'un point de vue santé environnementale ou santé publique environnementale, on est bien capable de mesurer le lien entre les deux? Et puis après, il y a un troisième point qu'on voulait aborder, c'est que l'océan est un des grands régulateurs du climat mondial, et qu'il y a cette idée aujourd'hui que, comme on a dans les dernières années, les dernières décennies, on s'est servi déjà de l'océan comme un réceptacle, un réservoir, voire une poubelle qui a aussi servi d'un certain nombre d'expérimentations, dont les essais nucléaires. Aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée qui est au croisement de la finance, de la technologie et des sciences, qui amène à ce qu'on imagine qu'à nouveau on va pouvoir maîtriser cette pompe à carbone qui est d'une complexité énorme. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, l'interaction entre l'océan, les nuages et l'atmosphère par exemple, et que donc on va pouvoir immerger l'aquaculture d'algues au fond de l'océan pour que ça serve à nouveau de pompe de carbone, ou qu'on va pouvoir fertiliser les océans de manière artificielle. Et en fait, toutes ces pistes-là, en fait, il faut vraiment des lieux pour dire qu'il y a des solutions qui sont rassurantes pour certains acteurs, mais qui sont fausses d'un point de vue scientifique, qui sont erronées et qui sont même catastrophiques. J'ai discuté récemment avec un chercheur au CNRS qui est spécialiste sur les algues, qui s'appelle Philippe Potin, et que s'il n'y a pas d'interface entre la société, les scientifiques, pour remettre la science au cœur du village, on risque de prendre des décisions qui vont être pires que le mal de départ en fait. Ouais, ok. Et là, je rebondis sur la session que tu as organisée là, pendant 2 jours. Il y avait des scientifiques, mais il y avait aussi des artistes, il y avait plein d'intervenants. Et c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est l'interdisciplinarité aussi des intervenants. Et ouais, est-ce que tu as envie d'interagir? Oui, alors c'est vrai que l'idée, c'est que des mondes puissent se rencontrer. Et donc, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que chaque session soit très interdisciplinaire, on va dire, au sens commun. Je ne vais pas rentrer dans les détails
conceptualisation de chercheurs sur ce mot-là, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il y ait des regards et des connaissances qui viennent de mondes différents, non seulement qui se rencontrent, mais à un moment donné qui s'hybrident, qui se mélangent et qui se croisent. Donc il y a des chercheurs, il y avait 3 entités de recherche qui ont été représentées. L'École des hautes études en santé publique de Rennes, qui est une entité nationale, les chercheurs qui étaient présents en fait sont en charge notamment des programmes pédagogiques et de recherche sur la santé publique environnementale. Le directeur scientifique de l'IFREMER, qui est l'entité scientifique française qui travaille sur l'exploration des océans, et puis le Muséum national d'histoire naturelle qui a une station marine en particulier, un laboratoire à Dinard. Et pour ce qui est effectivement des autres intervenants, effectivement, il y a en général à chaque session, plus ou moins en fonction des sessions, mais il y a aussi des artistes, des entrepreneurs, des marins, des gens du monde de la mer. L'objectif aussi, c'est que des gens qui n'ont pas forcément l'occasion ou l'habitude de se rencontrer puissent travailler ensemble pendant 2 jours pour apprendre à se connaître et apprendre à se comprendre aussi un peu mieux que ce qu'on peut faire pendant 1 heure de webinaire ou lors d'un MOOC. Puisque quand on passe 2 jours ensemble et qu'on assiste aux présentations les uns des autres, ça permet de prendre le temps de comprendre les modèles mentaux de chacun, les défis, les enjeux. Et je l'espère en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé le projet, que la coopération entre les différents acteurs en sorte facilitée. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est que dans ces 2 jours-là, ça fait du bien de se sentir dans le même bateau, qu'on soit artiste, scientifique, amoureux de l'océan et que tu crées de l'espace pour ça. Ouais. Et je trouve ça génial. Ouais, et c'est vrai que ce qui est particulier en fait dans les sessions de l'école d'exploration, c'est que tous les participants presque, quand on regarde bien, ils pourraient presque tous être aussi intervenants en fait, parce que dans les participants de cette session, il y avait une autre chercheuse qui travaille aussi à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, en tout cas qui est en charge des études. Des scaphandriers qui plongent dans le port de Saint-Malo, des artistes qui travaillent autour de la mer et qui vont se former pour être matelouteuses. Toi, Marine, du coup, qui monte ton projet et qui se trouve en connaît plus que nous sur la santé des océans, un ostéopathe qui a un projet autour de la prévention en mer. Donc en fait, c'est ça qui est magique, moi je trouve, c'est que il y a l'humilité de chacun, d'accepter qu'à un moment donné, il y a quelques personnes qui vont porter des connaissances au commun des autres. Ensuite, on va essayer de tous travailler ensemble autour de ça. Il y a un dialogue qui s'engage. Et puis parfois, la fois suivante, c'est ce qui va se passer pour la prochaine session sur les énergies en mer. Quelqu'un qui avait participé sur le futur des Alpes, par exemple, qui travaille pour une entité liée à l'environnement et à un acteur public de l'État français, qui va intervenir la prochaine fois sur le sujet des énergies en mer et de l'énergie et de la mer. Donc ça, c'est formidable. Et j'ai aussi oublié de dire aussi qu'on a eu, par exemple, aussi des acteurs associatifs comme les Matelots de la Vie ou Guérir en mer, qui sont des projets qui permettent de prendre soin soit des soignants, soit des enfants qui sont malades, qui sont en rémission. On a eu la chance aussi d'avoir la pratique. On a été à l'eau avec Ina Surf, qui est un club de surf qui est basé à Saint-Malo, qui a une pratique de longue date de ce qu'on appelle la surf thérapie, qui permet d'emmener, alors en l'occurrence ils emmènent des résidents d'EHPAD ou des enfants qui ont différents, on va dire, problèmes moteurs ou psychiques. Et ce que je trouve extraordinaire en fait, c'est que c'est des personnes dans ce milieu associatif qui arrivent à le faire en tenant compte de ce que l'océan va apporter comme bienfait aux personnes qui sont là, en tenant compte des limites et surtout en les accompagnant par rapport à leur point de départ, qui sont leur handicap, sans leur coller d'étiquette finalement. Ouais. Et ça, c'est... tu posais la question tout à l'heure des apprentissages de ces 2 journées. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Ouais. Comment accueillir un autiste qui va venir à la mer, surfer, accompagné par des professionnels, en tenant compte de ses besoins finalement, de ses peurs ou de ses attentes, de ses rêves peut-être aussi, sans pour autant l'enfermer dans le fait que la personne a des troubles autistiques. Au contraire, l'accueillir comme une personne à part entière en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça avec la dynamique de groupe aussi qu'il y a derrière.
Et ça, j'ai trouvé que j'étais admirative, en fait, des personnes qui portent ces projets. Ouais. Et il y a une certaine, on parlait du lien entre santé de l'humain et de l'océan d'une manière très scientifique, mais voilà, ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a l'aspect très thérapeutique aussi, et que l'océan ramène à une certaine humanité aussi entre les gens, parce qu'on se retrouve au même niveau, justement sur le surf thérapie, il y a ça qui est beaucoup ressorti. Exactement. En fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'oppose pas les deux, en fait. Il y a pas, enfin, justement, ou alors qu'on voit quels sont les ponts et les passerelles entre les deux, parce qu'il n'y a pas d'un côté juste le soin, la thérapie, le bien-être, de l'autre côté la science, les données, les faits. En fait, il y a des rencontres à faire entre les deux pour moi, et c'était quand même l'objectif des 2 jours. On avait aussi une thématique sur l'océan et la recherche médicale qu'on développera plus. Une autre fois, on a juste évoqué un projet qui s'appelle Emarina, qui est connu des gens du milieu marin, mais peut-être moins du grand public, qui est un chercheur qui s'appelle Frank Zal, qui est reparti des vers marins pour, avec l'hémoglobine des vers marins, permettre de faire des greffes de sang avec des sangs de vers marins. Et donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas d'aborder chaque sujet séparément. D'un côté, l'océan et la thérapie, de l'autre côté, les pollutions liées à l'océan, et de l'autre côté, encore l'océan et la recherche médicale. Mais de voir est-ce qu'il y a des rencontres possibles entre ces 3 éléments, on va dire. Et ce qui me semblait marquant quand même pour cette fois-là, c'est que cette notion de santé environnementale, au-delà du mot valise que ça peut représenter, mais de santé environnementale et de santé de l'environnement, c'était vraiment au cœur et comme un pilier finalement des 3. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que alors tu as parlé de ce qui t'avait marqué, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur l'océan ou sur la santé de l'humain en particulier qui a retenu ton attention ce week-end-là? Alors, il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris, mais je pense que je ne suis pas toute seule. En tout cas, je suis sûre que je ne suis pas toute seule. C'est notamment lors de la présentation de l'école des hautes études en santé publique de Rennes sur la santé, même, et la santé environnementale. C'est de savoir que au niveau de l'action publique, la dimension de santé sociale est prise en compte au même niveau et dès le début, en fait, à côté de la santé psychique et mentale et de la santé physique. Ouais. Et donc, en fait, ils ont déjà une vision holistique de la santé, alors qu'il ne va peut-être pas jusqu'à avoir une vision de certaines cosmogonies qu'on peut retrouver chez des peuples autochtones ou autres. Mais en tout cas, c'est rassurant de savoir que ça qui est pris en compte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une question qui a été posée sur le décalage entre ce qui est dessiné et la pratique et la réalité du terrain, notamment à l'hôpital. Ouais. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, ce qui m'a marqué et qui a marqué d'autres personnes aussi, donc c'est pour ça que je me permets de le partager, c'est les centaines de milliers de composants chimiques qui polluent les océans. On le sait qu'il y en a, mais quand on se rend compte de la quantité, c'est assez vertigineux. Et voilà, c'est vrai que d'entendre des acteurs scientifiques qui nous disent qu'on a besoin de plus de données pour savoir si ces polluants chimiques ont un impact sur telle et telle espèce du monde vivant, ça s'entend tout à fait d'un point de vue rationnel et scientifique. Mais d'un point de vue plus citoyenne et de l'action, voilà, on aurait envie de dire non, on n'a pas besoin de toutes ces données-là. On sait déjà qu'il faut réduire à la source les polluants qui vont à la mer et qui passent par les fleuves, les rivières, etc. Et on n'a pas besoin de plus de données pour ça. Et ce que je racontais pendant les 2 jours, c'est une phrase de Jean Kelevitch que j'adore qui dit il faut dessiner dans la nuit, en fait. Il faut décider dans la nuit et on ne sait pas toujours tout, mais il y a un moment donné, on sent bien en tant qu'être humain que c'est pas possible. Et puis on a d'autres études par ailleurs sur d'autres domaines qui nous donnent bien à penser qu'il faut agir et qu'il faut agir vite. Et ça, c'est un autre point aussi qui m'a marqué, en fait, c'est peut-être quand même ce qui est difficile pour les citoyens, c'est la lenteur perçue, en fait. À quelle vitesse les choses avancent pour régler les questions liées à l'enjeu climatique, si tant est qu'on puisse les régler complètement, évidemment non. Mais ça, je sens que c'est une frustration très forte. Ouais. Et du coup, comment passer de cette grande frustration, de la lenteur de l'action collective finalement, et arriver à avancer plus vite dans les décisions, plus vite dans la mise en œuvre. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a
qui m'a vraiment marquée. Et puis après, quelque chose qui ne m'étonne pas, c'est l'engagement des acteurs associatifs. Des personnes comme Patrick des Matelots de la Vie et Josiane, Cathy Blanchard ou d'autres, Marine Crest de Guérir en Mer, qui sont des personnes qui ont une énergie incroyable. C'est super beau de voir l'investissement des personnes. Et en plus, j'avais envie de réagir sur ce que tu disais sur la santé sociale au tout départ. C'est qu'on rappelle aussi la définition finalement de l'OMS, qui est que la santé est une santé physique, psychique, mais aussi sociale, et pas uniquement une absence de maladie. Et finalement, on se reconnecte un petit peu à cette définition originelle de la santé. Et dans le cadre de ce week-end-là, on l'a encore vraiment bien vu, quoi. Et autre chose aussi que moi j'avais envie de partager avec toi, c'est j'ai adoré l'intervention aussi de Pierre Molot, qui était là, qui fait plein de recherches sur le plancton et qui mêle l'art aussi à toutes ces recherches. Et la découverte aussi pour moi que le plancton pouvait être aussi toxique. On a parlé des dinos flagellés et de tout l'impact que ça pouvait avoir sur la flore et la faune marine, et notamment sur la santé de l'humain. Donc on ne va pas plus développer là, mais il y a eu plein de thèmes qui ont été abordés dans toutes les dimensions qui sont hyper intéressantes à explorer. Ce que je peux juste dire, c'est que Pierre Molot, il est président d'honneur du coup de l'école d'exploration, et que la première session de l'école d'exploration, la première heure, on a été pêcher le plancton avec lui, et tout le monde a observé son plancton ou les planctons au microscope. Et l'idée, c'était de rendre visible ce qui n'est pas visible du plus grand monde, du grand public. Et ça, je pense que ce rendre visible l'invisible, ça a marqué beaucoup de personnes qui étaient là ce jour-là. Et ça reste dans chacune des sessions de l'école d'exploration comme quelque chose de très important. Ouais. Eh bien, écoute, merci Marie. On va finir cette interview sur une question, un partage. En fait, The Octopush, c'est aussi naviguer à travers l'art, à travers l'émotion, et de se mettre du coup en mouvement pour la santé de l'humain, la santé de la société, de l'environnement, et particulièrement de l'océan, parce que voilà, on sait qu'on est interconnecté avec cet élément. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, une œuvre que tu as envie de partager, une inspiration, une histoire qui t'émeut en ce moment, ou qui t'a ému, ou quoi que ce soit qui t'a donné envie d'agir et de te mettre en mouvement peut-être pour tout ça? J'en ai 3 qui me viennent en tête, donc je pense pas que j'aurais... Tu peux dire les 3. Non, la première, je sais pas si c'est que ça me donne envie de me mettre en mouvement, mais ça me donne de l'espoir en tout cas. Il y a un très beau film dont on n'a pas eu le temps de parler, qui s'appelle Water Get No Enemy, de Dame Casteras, qui est un surfeur, aventurier, réalisateur qui est parti au Libéria avec une autre personne, tourner un film sur les enfants soldats au Libéria qui se mettent à surfer en fait et qui troquent leurs fusils contre des planches de surf en bois, puisqu'ils n'ont pas de planches de surf. Et je trouve que c'est un film magnifique. On n'a pas eu le temps de le voir, et du coup je voulais dire à tout le monde, si vous avez l'occasion, il est disponible sur les plateformes. Okay. C'est un très beau film qui fait le lien entre la guerre, la paix, le surf et la mer, surtout dans des lieux qui sont des communautés de pêcheurs au départ. C'est super important. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est La Voix des océans. C'est le très beau film de Pierre Molot, film documentaire associé à un très grand concert avec le compositeur Antonio Santana, qui permet de rendre de manière hyper sensible en fait, par la musique et par évidemment les images des fonds sous-marins, de la vie sous-marine vivante, un rapport à l'océan qui est celui de l'émerveillement et non pas de la transition écologique, la moralisation, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant pour moi, en tout cas pour les enfants surtout, mais aussi pour toutes les familles, à mettre en partage. Ce genre d'action est extraordinaire. Et le dernier, c'est Marine Chenet, dont on a parlé, qui a créé un très beau projet qui s'appelle Habiter le seuil, un film où elle plonge à La Réunion, dans l'océan Indien, sous la mer, avec les globicéphales, avec les cétacés marins. Et elle a un rapport à la respiration, et à la respiration sous la mer, et au lien au vivant, et à la danse sous la mer, qui est exceptionnelle. Et comme Marine, je sais que tu aimes la danse, je pense que je voulais finir là-dessus et
et proposer à tout le monde qu'on prenne une grande respiration et qu'on se centre sur des choses qui nous donnent de l'énergie, parce que pour garder l'énergie de l'action sur le long terme, on a besoin de faire des choses qu'on aime faire, qui nous émerveillent, qui nous relient aux autres. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est c'est une respiration, un seul océan, et merci. Merci beaucoup Marie, merci pour ce clin d'œil sur la danse. Et je te rejoins totalement sur l'émerveillement et la joie pour naviguer ensemble dans cette drôle de vie. Et peut-être juste un dernier mot avant de clôturer, c'est quoi la prochaine session de l'école de l'exploration? Alors la prochaine, ça sera sur les énergies en mer et l'énergie et la mer. D'accord. Donc on parlera bien entendu de tous les projets d'éoliens flottants qui ont un impact énorme sur quand même la vie marine, sur le paysage et qui donnent lieu au niveau démocratique, au niveau de la société, à des questions et à des débats qui pour moi ne sont pas accessoires, qui sont importants et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et puis j'ai rajouté l'énergie et la mer pour être sûr qu'on ait toujours la place pour l'art, le rêve et le fait d'être immergé dans l'eau lors de la prochaine session. Donc ça devrait être intéressant et tout le monde est invité à y participer. Ça sera le 2 et 3 mars à Saint-Malo et Dinard en Bretagne. Okay. Merci. Merci beaucoup Marie, à bientôt. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que l'univers de chaque poulpette, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant. Alors si tu as envie de donner un coup de push à l'Octopush, tu peux participer à notre cagnotte Tipeee, en lien sur le site internet aussi. Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopush a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés!